si les gens se retrouvent là, parce qu'ils le veulent, Moïse Katumbi est en Europe, Fayoulou s'est retrouvé en Europe, s'ils choisissent Genval pour se rencontrer, quoi de plus normal, ils pouvaient aussi se rencontrer ici ou à Banana. Pour quelle fin? Non, mais justement. Est-ce que l'idéologie est la même ou c'est juste une alliance de circonstances? Non, mais le problème, c'est qu'ils se sont rencontrés probablement pour harmoniser leur point de vue. Le fait seulement que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas opiner là-dessus. Ce qui est vrai. Est-il interdit aux gens de se retrouver à Genval? Non. Ils peuvent se retrouver partout. Mais Félix, c'est qu'ils se retrouvé avec Kamere au Kenya, non? À Nairobi. Oui, c'est là le siège de Tuchi Powers. Ah, s'il fait partie de cette commission et qu'on décidait de vendre le pays, il va accepter parce qu'il va trouver son compte. Voilà la qualité de l'homme congolais. Le pays est dirigé par des hommes de mauvaise qualité. Non, mais soyons sérieux. Je prends d'abord le cas de M. Bemba. M. Bemba dit qu'il n'approuve pas l'idée de changer la Constitution. Il est passé de la révision au changement. Non, mais il ment. Peur ou pas Il ment. Il ment. M. Bemba vous dit qu'il n'est pas d'accord pour le changement. Mais lorsqu'il justifie la révision, il parle plutôt du changement. Voyez-vous? C'est ça le degré de la classe politique. La classe politique congolaise est de mauvaise qualité. Et Bemba l'a prouvé. Vous prenez Bahati, il ne voit que ses intérêts. La grande question que l'on doit poser à M. Bahati, n'est-ce pas qu'il était là lorsqu'on rédigeait cette constitution? Kamere est très intelligent. Kamere, c'est un homme capable d'anticiper sur les réalités. S'il veut sa mort politique, qu'il soutienne Félix Sekete. Na wax de Maman Moussika, les Toko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to buki pe ba extend na 29 $ ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Est-ce le clap de fin à l'union sacrée de la nation? Là semble être la question, et même toute la question. Alors que le parti présidentiel et ses alliés s'activent à défendre à corps et à cri le projet de changement de la Constitution qui ouvre indubitablement la porte
à une 4e république. Le partenaire Bahati, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sont encore hésitants à ce stade. Si le premier cité sait sur quel pied danser, les deux autres préfèrent adopter une approche de prudence en attendant le moment opportun. Et donc, tout indique que dans le prochain jour, le masque pourrait tomber et l'union sacrée pourrait mourir de sa plus belle mort. Et pendant ce temps, à l'opposition, tout se réorganise. Les alliances sont en train de se faire. Le samedi dernier, deux leaders de l'opposition congolaise se sont retrouvés à Genval, ces lieux chargés de souvenirs pour l'opposition républicaine. On va y revenir de fond en comble dans cette émission avec un invité que nous avons fait venir pour vous et qui va nous réserver les analyses quant à ces dossiers. Vous nous retrouvez pour la première fois. Nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification car ici, on aime les détails et pour y parvenir, il faut trouver des personnes ressources. Et la personne ressource qui fait l'amitié de répondre à notre invitation ce matin, c'est bien sûr celui que vous aimez tant, le visage préféré de Politico RDC, les très tonitruants, Alain Bolodjoa. Comment allez-vous? Merci d'être venu. C'est un plaisir de commencer la semaine avec vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je vais bien. Merci. D'abord, je dois rappeler votre qualité, c'est important. Vous êtes président national du parti politique Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Comment se porte le parti et comment les activités se tiennent? Bon, le parti va bien. Nous nous organisons parce que nous avons de grandes ambitions. Et cela nécessite assez que nous adaptions notre organisation par rapport à ces ambitions, mais aussi être porteur du système de valeurs prôné par le parti. Et donc, nous sommes en train de travailler. Nous avons projeté plusieurs activités. Nous avons eu à organiser déjà beaucoup d'activités dans plusieurs coins. Et nous pensons, avec les autres amis, dans le cadre du sursaut national, organiser une activité les 14. Juste après, nous allons faire de rondes. On va séjourner à Mbandaka, après Kinshasa, Kisangani, Kinshasa, Kikwit, Mwanda, Boma. On comprend que le parti se porte très bien et affiche des ambitions pour le joute politique qui sont le nôtre. Une question anodine, peut-être avant d'entrer dans le vif de l'émission. Est-ce que le débat sur le changement de la Constitution, c'est un débat sérieux ou c'est un moyen pour le pouvoir en place de détourner le Congolais de véritables enjeux auxquels nous sommes confrontés? Je pense plutôt que c'est une folie. Comment ça? C'est vraiment une folie parce que déjà, ceux qui l'ont lancé, à chaque jour qui passe, chaque jour que nous le suivons, nous sentons qu'ils n'étaient pas assez préparés. Ils ont en plus obtempéré ou accepté l'orientation donnée par M. Félix Tshisekedi. C'est maintenant là qu'ils veulent construire leur pensée. C'est-à-dire quand ils commençaient cette folie-là, ils ne savaient pas qu'il y aurait réaction. Ils ne savaient même pas que c'était inconditionnel. Comment vous appelez ça folie? Non, mais c'est une folie. Ils ne savaient même pas que c'était inconditionnel. Parce que déjà au départ, quand M. Félix Tshisekedi disait « je suis le garant », il pensait être garant veut dire avoir la plénitude, le pouvoir absolu dans l'État. Il pensait avoir un pouvoir supraconscientionnel. Il pensait même être au-dessus du peuple. Or, si vous lisez très bien la Constitution, on vous dit clairement que nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi est régenté par des lois, est assujetti aux lois. Il est soumis aux lois. Il se réfère à celle-là pour implémenter sa vision et gouverner. Non, mais il a une manière propre à lire la Constitution. Et je ne sais même pas s'il a déjà eu le courage d'ouvrir ne fût-ce que la première page de la Constitution pour la lire. Mais nous nous rendons compte que M. Félix Tshisekedi a un problème sémantique. Il ne sait même pas contextualiser les concepts. Il ne sait même pas définir les concepts. Et voilà pourquoi ces lieutenants, tout ce que vous voyez comme agitation,
c'est justement parce que les gens veulent formaliser ce qu'il a dit. En réalité, l'acte posé par M. Félix Tshisekedi, c'est un acte de haute trahison. Haute trahison, il a dit à Kalemi et même à Lubumbashi qu'il est légitime pour les fils et filles du pays de réfléchir quant à l'avenir de leur pays. Non, lui, il n'a pas réfléchi. Lui, il a levé l'option. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a un problème de méthode d'analyse, probablement par la filière qu'il a eu à suivre en tant que, comment il s'est dit, équivalent gradué. Voyez-vous? Mais nous savons que le changement de la Constitution ne peut pas avoir un soubassement constitutionnel. Nous le savons, mais lui ne le sait pas. Il pense qu'il a, lui, le droit d'initier le changement de la Constitution et de faire gober à la population sa volonté. C'est inconstitutionnel. Alors, non seulement inconstitutionnel, mais c'est anticonstitutionnel. Alors, il doit apprendre à se ressaisir. Et je pense que si, jusqu'aujourd'hui, il est encore en liberté, c'est justement parce que tout le monde a peur de lui. Mais en réalité, c'est monsieur Félix Tshisekedi devait plutôt être arrêté, jugé et condamné du fait d'avoir parjuré, mais aussi du fait d'avoir craché sur la Constitution et la mémoire collective. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte que, étant mal entouré, les gens veulent l'encenser et l'accompagner dans cette forme de dérive. Et parlant de cela, dans quelle constitution du monde où on approuve les mécanismes de son changement? Oh, attention, la constitution, je n'ai pas lu toutes les constitutions. Nous parlons de la nôtre. Voyez-vous? Si dans d'autres constitutions, on peut prévoir le mécanisme du changement, mais ce qui est vrai, généralement, le changement de la constitution résulte de faits majeurs de la société qui imposent le changement de la constitution. Tel que le coup d'État? Je prends l'exemple, par exemple, tel que coup d'État ou révolution populaire. Voyez-vous? Je prends l'exemple de la France, parce qu'ils font souvent mention de ça. De 1956 à 1958, il y a eu des faits majeurs. Le fait seulement que la France avait déjà perdu le contrôle de l'Algérie, naturellement, comme la zone d'influence avait changé, il fallait adapter la Constitution par rapport au contexte. Étant donné que l'Algérie n'était plus sous le contrôle de la France. Mais aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'incompétence d'un individu? Il n'y a aucun fait majeur. Voyez-vous? Les faits majeurs, on dit qu'il faut l'adapter aux réalités actuelles et l'adapter à l'avenir même de l'humanité. Les réalités actuelles sur quelles composantes? Parce que la constitution de l'État se fonde sur 3 éléments essentiels. Je dirais même 4. Il y a l'espace, il y a l'organisation politique, il y a la population et il y a la reconnaissance internationale ou la question de la souveraineté. Alors, quelle est la variable explicative qui peut nous amener, nous, à accepter de changer la Constitution? Même si cela nécessitait que la Constitution soit changée, devait-il parjurer? Parce que lui, il est assermenté. Il est assermenté. Il a prêté serment sur base de cette Constitution et il a promis non seulement de la respecter, mais de la défendre. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas la culture du respect de la parole donnée pouvait-il nous lancer dans ça? Et voilà l'aberration, où réside l'aberration. Ils disent non, voilà, le peuple est souverain. Oui, le peuple est souverain, mais le peuple n'est pas initiateur du changement de la Constitution. L'idée vient de M. Félix Tshisekedi. Alors, il doit bien consulter, parce que quand il parle de l'article 5... Et si le peuple adopte ces projets en dernier ressort? Non, mais attendez, ne confondons pas le peuple et une frange de la population. C'est là où il manque de subtilité ou d'intelligence situationnelle. Je peux vous démontrer que les gens ne savent pas lire ou ne savent pas bien lire la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça, c'est l'article 5. L'article 5. L'article 5 de la Constitution. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants.
aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Cela veut dire quoi? Il y a des normes qui sont édictées, même si M. Félix Tshisekedi pouvait mobiliser toute l'IDPES, il n'a pas le droit d'exercer la souveraineté du peuple. Parce que vous allez vous rendre compte, il dit non, voilà, moi je vais changer la constitution, avec toute la légèreté possible. Et après, il mobilise son parti. C'est son parti maintenant qui cherche à convaincre les gens. C'est-à-dire que nous sommes là en train d'assister à la violation intentionnelle du droit souverain du peuple. Et la Constitution ayant compris qu'on aurait ces genres de folie, la Constitution a dit aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Cela sous-entend qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, ce qui s'est fait là, c'est l'usurpation de qualité. Les gens veulent se substituer. Là, vous parlez de la révision, bien entendu. Non, je ne parle pas de la révision. Je parle de la procédure. L'approche adoptée pour par... parvenir à la révision constitutionnelle. Le peuple n'a pas initié les changements de la Constitution. Le peuple n'a pas initié la révision de la... Constitution. Comment le peuple peut initier les changements alors que par la Constitution n'en fait pas mention? Non, mais voilà. En lisant l'article 5, vous allez comprendre que seul le peuple a le pouvoir supra-constitutionnel. Il n'y a que le peuple. Et là, c'est par la révolution. Effectivement, le fait qu'il n'y a pas eu initiative propre à la population dans le sens de la révolution, la population considère la Constitution comme sa volonté cristallisée. Et de ce fait, c'est lui qui a été assermenté ne peut pas initier le changement de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution, qu'est-ce à dire? Je change la volonté cristallisée du peuple. Voilà pourquoi j'ai dit, M. Félix Tshisekedi, en réalité, devait être interpellé. Il dit le faire pour les générations futures. Est-ce qu'au-delà de... Il n'a jamais été sérieux et je ne pense pas que ce qu'il a dit, il comprend ce qu'il dit. Est-ce qu'au-delà de faits majeurs que vous avez épinglés sur ce plateau, est-ce que cette constitution aujourd'hui n'est pas dépassée ou elle n'est pas surannée? Raison pour laquelle on doit l'adopter, lui donner un peu de souplesse. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est M. Félix Tshisekedi par contre qui apparaît de plus en plus dépassé et du passé. On doit s'en passer. Mais comment? C'est lui le... Non, attendez, c'est lui le problème. Quelles sont les innovations? Parce que nous avons une histoire constitutionnelle. Nous avons eu la loi fondamentale qui a été rédigée par le roi des Belges et qui nous a régenté en 1960. De 1960 à 1964. Ces textes, c'est vrai, reflétaient la conjoncture politique, les réalités par rapport aux enjeux mondiaux et par rapport aux intérêts de la Belgique. Mais cela nous a donné la possibilité de découvrir le vertu qui était dans le chef de la personne du président Kasavubu. Aujourd'hui, il est le symbole de la bonne gouvernance financière. Voyez-vous, un mauvais texte, mais avec un homme pétri des valeurs, on se souvient que ce monsieur a eu à bien gérer nos finances. Cela ne lui a pas empêché de fonctionner sur le plan financier. Il y a eu renversement de pouvoir. Nous avons eu le pouvoir de Mobutu, qui nous a amené la constitution de 67, dont Étienne Tshisekedi était co-rédacteur. Cette constitution a donné plus de pouvoir à un président, mais cela ne nous a pas servi. Parce qu'à force de vouloir concentrer le pouvoir dans un individu, ça tue l'État. Parce que les gens doivent comprendre que l'existentialité de l'État résulte de la volonté de personnes ou de la population à reconnaître un certain nombre de pouvoirs, pas à un individu, mais à une personne morale. L'État est une réalité abstraite qui a été créée justement pour incarner l'ordre public. Ce n'est pas l'individu. Parce que si vous allez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que le monarque avait plus de pouvoir parce qu'il était confondu à l'État. Et quand l'individu incarne cette autorité, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux parce que lorsqu'il devient faible, il est remplacé automatiquement par la violence. Parce que là, nous assistons à une sorte de
comment je pourrais appeler ça? C'est que Max Weber appelle la légitimité charismatique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui incarne la volonté. C'est lui qui était le souverain. On dit non. Le peuple doit être souverain, mais il doit créer une personne morale que l'on appelle l'État. Et je crois que c'est Nicolas Machiavel qui était le premier à avoir utilisé ce concept, bien que c'était en italien. Est-ce que par rapport à la réalité des États africains, est-ce que ça ne se comprend pas des institutions fortes, mais aussi des hommes forts pour animer ces institutions? Non, mais effectivement, mais c'est ça l'idée de la Constitution. La Constitution voudrait avoir des institutions fortes et des hommes forts. Voilà pourquoi la Constitution a fixé un critérium. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut avoir une étude faite, approuvée, il faut avoir une expérience professionnelle, il faut avoir une expérience politique. Alors, ici, nous avons un problème il y a une sorte de dichotomie qui se dégage. C'est-à-dire, la volonté de la Constitution a été piégée par la volonté politique. Si Félix Sekei répondait aux critères de la Constitution, on allait avoir un homme fort selon la loi. Pas un homme fort selon son instinct. Voyez-vous? M. Félix Sekei ne répondant pas aux critères constitutionnels, qu'est-ce qu'il fait? Il recourt maintenant à sa capacité traditionnelle de gestion parce que lui, il est du passé. Est-ce que ces critères sont-ils objectifs par rapport à la gouvernance des 10 ou 20 dernières années? Chers amis, je vous exhorte d'aller suivre les réactions de ceux qui soutiennent le fameux changement de la Constitution. Vous allez vous rendre compte qu'on revient au débat du départ. Lesquels? Il y a de ceux qui défendent le fédéralisme, il y a de ceux qui défendent l'unitarisme. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans un flou artistique. Non, mais la forme de l'État, c'est la forme chat-souris. On ne sait pas si on est dans l'unitarisme ou dans le fédéralisme. Non, c'est faux. Puisque ce qui fait que l'on soit un État unitaire, c'est la conférence de gouverneurs. Puisque les provinces ont leur autonomie, leur gestion. Cher ami, je tiens à vous dire que c'est faux. Déjà au départ, je voudrais nous dire qu'aujourd'hui, certains partis qui ont toujours défendu le fédéralisme veulent assez que nous allions vers le fédéralisme. D'autres partis de l'Union sacrée veulent nous amener vers l'unitarisme. À quel prix? Non, mais voilà pourquoi je dis, en pesant le poids du fédéralisme et de l'unitarisme sauvage, on va se rendre compte que le juste milieu, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que ces débats-là, c'est un débat séculier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça existait avant même l'indépendance de l'État congolais. La vision ou la perception qu'avait Abaco n'était pas la même perception qu'avait MNC. Il y a eu choc des idées. Et heureusement pour nous, l'unitarisme a remporté sur le fédéralisme. Et nous avons géré le pays dans cette situation. Il eût fallu que la classe politique réfléchisse sur le comment réconcilier les deux tendances. Voilà pourquoi nous avons opté pour l'unitarisme, mais avec les régionalismes. Les régionalismes, c'est la mixture du fédéralisme et de l'unitarisme. C'est-à-dire, nous sommes dans le régionalisme. C'était l'intelligence qu'on a trouvée à l'époque pour mettre d'accord toutes les forces en présence. Non, mais effectivement, pas à l'époque. C'est ce qui est essentiel pour nous. Parce que si vous regardez très bien, les unitaristes veulent assez qu'il y ait un pouvoir concentré. Les fédéralistes veulent assez que le province ait plus d'autonomie. Mais nous avons voulu réconcilier les deux en optant pour le régionalisme. C'est-à-dire qu'on reconnaît un certain nombre de pouvoirs aux fédéralistes, aux provinces, mais en même temps, on crée des verrous pour ne pas favoriser la tendance sécessionniste. Voilà pourquoi les domaines liés à la diplomatie, à la défense, sont reconnus au seul gouvernement central. Voyez-vous? Le gouverneur a double statut. Mais pendant ce temps, le gouverneur peut engager la province avec des États étrangers. Non. La diplomatie n'est pas reconnue. Mais on a vu des gouverneurs se déplacer, aller à l'étranger et signer des partenariats avec des États. Non, c'est pas constitutionnel. C'est pas constitutionnel. Il n'y a que ça relève du domaine de la compétence exclusive du gouvernement central. Voyez-vous, le gouvernement central seul peut être en contact avec l'extérieur. De la coopération. Mais toutefois, c'est un domaine exclusif. La coopération, effectivement. Gouvernement toutefois, le gouverneur a la possibilité de signer, comment on appelle, les accords de jumelage. Okay. Voyez-vous, ça,
Ça passe par le ministère des Affaires étrangères. Voyez-vous, la question sécuritaire, la défense relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Mais ce qui reste, le matière de développement et ainsi de suite, on reconnaît aux provinces. Et nous avons créé une clé de répartition par solidarité. On reconnaît aux provinces où on prend l'argent, 40%, la retenue à la source, avec la caisse de péréquation qui est une caisse d'équilibrage sociétal, étant donné que l'État, dans sa configuration géographique, n'a pas les mêmes atouts, les mêmes opportunités. On a créé la caisse de péréquation. Le 50% restant, c'est justement pour soutenir les actions menées par le gouvernement central par rapport à la question de la défense, la question de la sécurité, la question de la diplomatie, la question de la fonction publique et même la question du développement, parce que nous avons réparti les tâches en tant que telles. Et c'est là à réconcilier les unitaristes et les fédéralistes. Donc on pense que tout a été prouvé. Non, mais là, évidemment. le débat, c'est qu'il faut maintenant nommer le gouverneur et extirper de la Constitution l'article 217. Non, Qu'est-ce que vous en dites? Non, M. Félix Sekedi veut nous imposer une gouvernance calamiteuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas le background nécessaire pour orienter les actions. Je tiens à vous rappeler que de 1965 à 2006, le gouverneur était essentiellement nommé. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, avec les élections, on risque d'avoir la gouvernance des originaires. Je tiens à poser la question à tous ceux qui nous suivent. Quelle est l'origine du gouverneur de Bazouélé? Il est originaire de quelle province? L'actuel gouverneur du Bazouélé. Il est de quelle origine? De quelle province? La Constitution n'a pas interdit à un non-originaire d'être candidat. La Constitution ne l'a pas interdit. On prend... Mais la réalité non, telle que le vote est toujours attendez. régional et même tribal. Non, mais non, pas nécessairement. Je vous dis, cherchez d'abord à avoir l'information sur l'origine du gouverneur de Bazouélé. Il est de quelle province? Si vous pensez, vous avez des assurances qu'il est de Bazouélé, donnez-moi le nom de son territoire. Voyez-vous? Konde Villa Kikanda. Il est de quelle province? Il était de quelle province? Mais il a été élu au Nord Kivu. Allez voir, dans le gouvernement de l'Équateur, il y a eu plusieurs fois des ministres des autres provinces à l'Équateur. Le sénateur le plus âgé, il a été élu à l'Équateur. Jonas Mukamba. Voyez-vous? C'est-à-dire que la Constitution n'a pas interdit. Mais comme nous sommes dans un processus d'élection, il faudrait mais dans la avoir... pratique, c'est le contraire. Non, mais la pratique, et ça on veut veut dire que la quoi? loi soit, que l'on mette un peu de coercition. Non. Le problème, c'est que M. Félix Sekedi est en train de nous amener dans son ignorance. Il ignore le passé politique de notre pays. Non seulement qu'il ignore le passé politique, il s'ignore lui-même. Peut-il initier un tel projet sans en connaître Cher ami, les conséquences? Non, mais quelles conséquences? Lui n'a jamais été sérieux dans ce qu'il dit. Je tiens à vous dire, nous avons eu de 1965, je dirais même 1964, jusqu'en 2006, de gouverneurs non élus. Et quelle était la faiblesse de ce mode La de concentration du pouvoir n'est pas une bonne chose. Okay. La concentration du pouvoir n'est pas une bonne chose. Il faut déléguer le pouvoir. Or, lorsque vous déléguez le pouvoir, il faudrait renforcer le mécanisme de contrôle. Je crois que tous ceux qui ont des notions de management le savent. On ne peut pas concentrer le pouvoir dans la personne du président. Okay. Mais qu'à cela ne tienne. Savez-vous au moins que la Constitution a prévu, d'après la révision de 2011, la possibilité à un président de sanctionner un gouverneur? Par quels moyens? Non, mais par le moyen légaux. Lesquels? Non, mais il y a des dispositions de la Constitution qui lui confèrent le pouvoir de sanctionner un gouverneur. Et même une assemblée provinciale. Bien que je ne suis pas d'accord sur cette approche, mais je pense que c'est prévu. Le gouverneur est la résultante du Parlement. Nous avons assisté à une conférence. J'ai suivi des inepties, des aberrations de nos contradicteurs qui disent non, voilà, le fait qu'il y a eu corruption pour les élections, le fait qu'on a rançonné, on a corrompu les députés pour élire les sénateurs. Mais la justice est là pour ça. Non, mais voilà, heureusement vous l'avez compris. C'est-à-dire que vous voulez nous dire que vous qui êtes immoraux,
Vous voulez nous proposer une nouvelle constitution? Parce que si vous incriminez les députés, si vous incriminez les députés provinciaux, les sénateurs, le fait d'avoir été corrompu ou avoir été corrupteur, naturellement, la responsabilité morale vous incombe et politique. Parce que vous avez la majorité. L'opposition n'a pas corrompu pour avoir des sénateurs. L'opposition n'a pas corrompu pour avoir les députés provinciaux. C'est vous qui avez corrompu. Alors, faut-il changer la norme parce qu'il y a des corrompus ou on doit renforcer l'application de la norme? Au lieu que l'on mette l'intelligence sur le comment pallier à cette situation, on pense changer. Alors dites-moi, qui n'a jamais suivi dans ces pays quelqu'un être nommé alors que ce n'était pas prévu qu'il le soit? Monsieur Félix Sekedi a nommé, je crois c'était un ministre, non un PCA, à la CNSS, l'ancien ministre aux Finances, Matenda. A-t-il travaillé? Ça, c'est un dossier sensible. On sait comment les noms glissent sur la voilà. liste des nominations et même des ordonnances. C'est-à-dire que la corruption peut aussi entacher la procédure de nomination. Okay. Supposons qu'aujourd'hui, M. Félix Sekedi est procédé par la nomination, avec la légèreté qui les caractérise. On peut aussi avoir des gens qui ne devaient pas être là et être nommés. Citez-moi une seule personne qui a bénéficié de la nomination de Félix Sekedi, qui fait bien son travail. Mais il y en a. Non, mais il a nommé les mandataires. Citez-moi une seule entreprise. Non, citez-moi un seul. Je suis là. Le directeur général de l'ONEM, c'est quelqu'un qui fait du bon travail aujourd'hui. ONEM évidemment. Non, mais attendez. Avez-vous au moins une idée sur ses missions? ONEM travaille. Dans ces pays, ONEM travaille. Oh, cher ami. A-t-il au moins une idée sur le nombre de demandeurs d'emploi? Ne fût-ce que ça. A-t-il au moins une idée sur le nombre du personnel? Aucune structure ne fonctionne normalement. Et pourtant, ils ont tous été nommés. Mais Félix Sekedi a nommé Nicolas Kazali, non? Allez. Où en sommes-nous? C'est-à-dire que vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui n'a pas assez d'atouts, mais qui veut régenter la population par rapport à ce qui lui passe donc, par la tête. Cet argument voudrait justement tout simplement balayer l'idée de nommer, parce que même si on arrivait à nommer, ça ne résoudrait pas le problème. Le problème, c'est le respect strict de loi. Parce que la Constitution actuelle ainsi que les lois disent que s'il y a corruption dans le processus électoral, on doit invalider la personne qui a corrompu et invalider la personne corrompue. Alors, respectez la loi, c'est simple. La nomination ne va jamais résoudre le problème d'immoralité, même des compétences. Et puis d'ailleurs, si on nomme, il n'y a plus de démocratie à la base. Okay. Alors, ce qui veut dire que vous avez vendu du vent à la population. Vous n'avez jamais voulu avoir la démocratie. Merci la démocratie consolide davantage. Parce que là, il y a possibilité de sanctionner. Et je tiens à dire à M. Félix Sekedi, les gouverneurs ne sont pas que les représentants du chef de l'État. Ils sont aussi des chefs des institutions provinciales issues de l'Assemblée provinciale. C'est là la confusion qu'il y a. Il prend les anciens textes et il pense que c'est ce qui est dit. Non. Le gouverneur représente les chefs de l'État par rapport aux compétences du gouvernement central. C'est là où il représente les chefs d'État. Parce que la question de la défense, la question de l'intérieur relève de la compétence concurrente entre le gouvernement central et le président de la République. Et si le gouverneur a le pouvoir d'orienter les actions militaires et policières au niveau de sa province, c'est justement parce qu'il est aussi le représentant du président de la République. Mais tout ce qui reste, la construction de routes, tout ce qui a trait au développement, relève de la compétence exclusive et les compétences concurrentes du gouvernement central et de province. En ces moments-là, c'est lui qui engage l'État au niveau de province. Le fait seulement que vous n'avez aucune idée sur cette constitution, tout ce que vous dites là, ce sont des inepties. Voilà. Allez, merci beaucoup. Mais entre-temps, sans désemparer, le parti présidentiel, l'UDPS, continue à mobiliser les peuples pour adopter ce projet de changement de la Constitution. Le week-end dernier à Tchangou, le député national Francis Chibalabala était sur terrain et il a prêché l'évangile selon Augustin Kabouya. Banani balingi to changer constitution na biso. Banani balingi to kabela ndambu ya mboka na biso na papaya. Soki bomoni batu bazoloba
baochange te baza bapaya bazali bato oyo baza na baintere na barwandais bato oyo bazolinga bazwa ndambu ya mboka na biso biso lokola bana ya Tchangu esengeli tozala na nsima ya tata mokonzi ya ekolo tolanda bayini ya Kongo te oyo bazoya na makanisi ya mabe mpona kokaba mboka na biso esengeli tosoutenir ye na bakongolais oyo bakosala constitution ya sika esengeli toakompagne ya bango basala eloko ya malamu eloko oyo ekosala ke soki moto ayibi esengeli bakanga ye soki moto atrahir mboka esengeli bakanga ye bongo te na constitution na biso oyo premier ministre akoki koyiba na ye mbongo ndenge alingi bakoki kokanga ye te eske eza malamu e biso tokoki jamais kondima makambo ya bongo esalama yango wana tolansaki campagne ndenge tata mokonzi alobaki tolanse campagne mpona kokonscientize bana ya Tchangu pour que na 2025 tobongola mobekoli kunzi oyo tozokei lisusu constitution na biso elobake tokoki kopesa ndambu ya mabele na biso me tosoumettre yango nano na référendum soki botangi ba constitution ya poto ya bamindele eza na disposition moko te elobaka makambo ya bongo mpona nini kaka ya biso baafrikain nde esengeli elobama ke tokoki kokaba ndambu ya mabele na biso ntina ya milulu oyo na mikolo ezali koya tokokita na bacommune nyonso ya Tchangu elongo na bacombattantes et combattants elongo na Ligue des jeunes. Voilà, le débat revient toujours. L'article 217 est évoqué. Et c'est l'un des articles qui pose problème dans cette constitution, raison pour laquelle il faut, pour le pouvoir en place, la changer. Je suis l'homme le plus malheureux du fait que je suis convié à une émission et on m'exige à moi, ou me pose la question sur le propos délictueux d'une âme vendue. Je vais essayer de vous démontrer que la vidéo que vous venez de lancer là, c'est un fait infractionnel. En réalité, il devait être arrêté pour propagation de faux bruits. Ce monsieur doit être arrêté. Mais fort malheureusement, apparemment, personne ne va l'arrêter, justement parce qu'il a le pouvoir. Qu'a-t-il dit? Non, mais attendez. Vous l'avez laissé. Non, mais voilà pour pourquoi être traqué, cravaté. Non, mais voilà, vous l'avez laissé parler. Laissez-moi le temps de vous démontrer qu'il tend vers la voyoucratie. Il dit que le Premier ministre ne peut pas être poursuivi. Je lis la Constitution. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour le délit d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. Alors dites-moi, pensez-vous vraiment que ces messieurs méritent d'être, qu'on parle de lui à la télé? Article 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ces temps, la prescription est suspendue. Non, dites-moi un peu. Moi, je lis la Constitution.
lui parle de la folie de l'UDPS. Ça, c'est une folie. La Constitution n'a jamais consacré l'impunité. Non, mais dites-moi. Mais il se réfère au dernier cas qui a fait... qui a défrayé la chronique. Lequel? Le cas Matata. Non, mais Matata n'était... Aujourd'hui arrêté. Non, mais vous savez pourquoi on n'a pas arrêté Matata? Parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Il fallait d'abord arrêter les gestionnaires du projet, que les gestionnaires du projet cita Matata. Il allait être convoqué comme renseignant et interpellé, arrêté. C'est la vérité dans ce dossier. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. C'est ce que j'ai défendu pendant tous ces temps. Si on avait interpellé les gestionnaires, parce que Matata a dit avoir donné l'argent, on doit arrêter la personne qui avait perçu l'argent pour le compte de l'État. C'est ce qui a été fait avec le dossier Rubota. On a commencé d'abord à interpeller Maïs Kassenga. Maïs Kassenga, on a pris le ministre du Développement rural, mais on n'a pas touché le Premier ministre. C'est à eux maintenant de citer le Premier ministre. Maïs Kassenga et les autres ont cité Nicolas Kazadi. Est-il interdit d'arrêter un ministre des Finances? Voilà. Mais il n'est pas arrêté pour autant. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il y a des incultes. Il pose la question à la population. Bolingi, la population a dit non. Atomoyi Loboko, lui prend la vidéo. Il dit ceux qui bolingi, balingi la population a beaucoup réagi, il prend cette vidéo, il pense avoir dupé la population. Non, la question posée était orientée dans le sens de céder la terre ou pas. Mais les débats qu'il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la terre, ça a à voir avec le changement de la Constitution. Il fallait poser la question à la population. Voulez-vous que Félix Tshisekedi change la Constitution? En ce moment-là, on allait voir la réaction. Parce que lors d'une conférence organisée par des jeunes à Pullman, on pose la question, voulez-vous qu'on change la Constitution, oui ou non? La population, les jeunes disent non. Et ils changent de son. Ils dénaturent pratiquement. Et il pose cette question parce que selon lui, c'est la Constitution qui consacre au moins cette adjonction des terres. Non, mais attendez. Les degrés d'ignarité de ces gens n'est plus à démontrer. Kabila a été président dans ce pays. Félix Tshisekedi est président, ça fait plus de 6 ans. Même si on doit céder des terres, il faut nous brandir ne fût-ce qu'un document. Qui a demandé, qui a sollicité la terre au Congo? Quel est l'accord qui nous exige aujourd'hui de céder la terre? Commencez par là. Parce qu'on vous dit, non, on nous exige, le on là c'est qui? Le on là c'est qui? Qui nous demande de céder la terre? Nous avons un problème historique avec une frange de Rwandais qui ont commencé à solliciter la terre il y a bien longtemps, avant même l'avènement de cette constitution. Alors, pour créer la terreur, la psychose dans le chef de la population, on nous dit non, voilà, il y aurait un accord signé, l'accord, comment on l'appelle? L'accord que Laurent Désiré Kabila aurait signé. L'accord de l'Émirat. De l'Émirat, cet accord de l'Émirat. Je tiens à vous dire, si cet accord existe, qu'on nous brandisse, et quel était le statut juridique de la personne qui avait signé l'accord? Je ne pense pas que Laurent Désiré Kabila avait signé cet accord en tant que président. Si l'accord existe, s'il avait signé en tant que particulier, ça n'engage pas la République. Nullement. Et quelle est la procédure de formalisation de cet accord? Parce que Laurent Désiré Kabila, en 1998, lorsqu'il chassait le Rwandais n'ont pas fait référence à cet accord. Ils ont plutôt soutenu leur démarche par rapport à l'ordonnance leur accordant la nationalité. Aucun État nous demande la terre. Aucun. Aucun. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui nous demande la terre. Par contre, il y a une organisation qui voudrait avoir la maîtrise de la partie est du Congo. En allant de Aru, Faradj, vous prenez toute cette partie-là, Otuele, une partie de Otuele, Ituri, jusqu'à Tanganyika. C'est ce qui nous est exigé par M. Félix Tshisekedi. Et c'est qu'est-ce qu'il est dit? C'est le traité créant EAC. Dans son article 4. C'est pourquoi on utilise cet argument. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit cette question de EAC est venue après. Quelle est la procédure? Et d'ailleurs, la constitution actuelle a créé des verrous. Il ne revient pas aux institutions de céder les terres.
Le peuple en dernier ressort. Seul le qui peuple doit en décider. qui doit en décider par référendum. Mhm. Ce qui veut dire que le peuple n'a pas décidé. Alors il faut interroger le peuple, dire Non, à ce mais- peuple que nous voulons donner une partie de notre terre au Rwanda. C'est ce que Félix Et Tshisekedi- c'est ce que interroger le Félix- peuple par voie de référendum. Non, mais c'est ce que Félix Tshisekedi veut faire. La question des terres est une question référendaire. Mhm. Monsieur Félix Tshisekedi veut changer la constitution. En allant dans l'idée du référendum, comme on vous ment aujourd'hui, dans leur questionnement, il y a cette question-là. Si vous transférez la totalité du pouvoir au président, nous rentrons maintenant dans le contexte de 1967, où le sol et le sous-sol appartenaient à l'impair vers 71-73. Le président de la République avait le droit de décider sur ces questions-là. C'est là la stratégie de M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il veut vous amener dans ces débats, dans ces guet-apens. On vous exige d'aller à un référendum bidon pour des questions de constitution. Et dans ces référendums, vous lui conférez le droit de céder des terres. Donc l'objectif ne serait pas seulement de s'éterniser au pouvoir. Cher ami, il y a des intérêts croisés dans la démarche de Félix Tshisekedi. Il y a des intérêts croisés dans la démarche de Félix Tshisekedi. Vous devez lui poser la question. Qui a autorisé à l'Ouganda le droit de construire des routes chez nous? C'est qui? C'est Félix Tshisekedi. Et pourquoi cela souffre dans l'application? Parce que la Constitution le lui interdit. En son article 214. La Constitution le lui interdit. Mhm. Ce n'est pas seulement l'article 214. L'article qui parle de la souveraineté interne, c'est l'article 9 de la Constitution. Alors comprenez-vous pourquoi Martin Fayoulou dit que Kagame, Tshisekedi veut céder la partie de l'Est à Kagame? Non, mais il n'y a pas question à comprendre. Ce n'est pas parce que Martin Fayoulou l'a dit. Moi, je l'ai dit et tout le monde l'a dit. Tout le monde le sait. C'est nous qui avons interdit à Félix Tshisekedi d'entrer dans l'EAC. Et vous savez qui a parrainé l'entrée de la RDC à l'EAC? Kagame. C'est Kagame. Mhm. Pensez-vous vraiment que Félix Tshisekedi est en mauvais terme avec Kagame? Non. Le plus grand Non, tous obstacle. les signaux le démontrent qu'ils sont diamétralement opposés. Cher l'un à ami, l'autre. je tiens à vous dire, la ministre en charge des Affaires étrangères se rencontre très souvent avec le ministre en charge des Affaires étrangères du Rwanda. Je tiens à vous dire, Félix Tshisekedi échange très Les souvent. relations diplomatiques n'ont pas été rompues jusqu'à Non, mais voilà. jusqu'à preuve du contraire. C'est qui sous-entend qu'ils sont en bon terme. Diplomatiquement. Oh, mais avant, c'était quoi? C'était toujours diplomatique. Les relations entre les États, c'est dans le cadre de la diplomatie. Auparavant, c'était un peu amical, fraternel. Fraternel, c'est-à-dire, mais les États n'ont pas d'amis. Malheureusement, on y est tombé. Non, jusque-là, la coopération continue. Vous voulez que je vous donne l'adresse de l'ambassade du Rwanda? Elle reste ouverte, sécurisée par l'État. Les frontières sont ouvertes. Il y a des transactions qui se font. Et d'ailleurs, parmi les questions qui dérangent, la question de la nationalité, que M. Félix Tshisekedi veut aussi changer, pour accorder La la question a nationalité. été soulevée par Jean-Pierre Bemba qui veut qu'on change cette question Non, de mais nationalité. ce sont des exigences de la communauté internationale. Auquel on veut se plier. Effectivement, on veut reconnaître la nationalité parce que lorsqu'ils sont allés à Sun City, les participants n'ont pas voulu ouvrir la question sur la nationalité d'origine. On n'a pas traité sur la question, sur cette question-là. La seule question sur la nationalité qui a été posée, c'est la nationalité par acquisition. Mais là, dans la démarche de Félix Tshisekedi, ils veulent redéfinir la nationalité d'origine. Et il vous a dit, cela veut dire quoi? On considère le Banyamulenge comme une composante sociologique de l'État. C'est-à-dire, on le considère comme un groupe ethnique. Alors, comme ils n'ont pas apparu dans la Constitution et la loi de 2004 portant sur la nationalité, ils veulent réviser ces dispositions pour leur permettre de revendiquer le droit de Congolais d'origine. Parce que là, ils seront pris comme groupe ethnique. Alors que dans la Constitution actuelle et la loi de 2004 qui s'est fondée sur la Constitution de la transition, on reconnaît aux Rwandais vivant ici à titre de réfugiés le droit d'acquérir la nationalité. Leurs enfants qui sont nés chez nous et qui ont atteint l'âge de 18 ans ont droit de demander la nationalité sur base de leur droit de naissance.
Ils sont nés ici. Mais là, maintenant, ils veulent passer à la vitesse supérieure. On veut leur reconnaître la nationalité d'origine. On aura 452 tribus. C'est là la démarche de M. Félix Tshisekedi. Alors, tellement qu'ils sont malins, ils sont méchants, ils présentent maintenant à la population les dangers de ce qu'il y a et ils nous proposent quelque chose de plus toxique que ce qu'il y a déjà. Alors, mon cher ami, quel est le président qui a appelé les Banyamulé Wanderoneus? Alors, la question... Et d'ailleurs, dans son gouvernement, il y en a. En évoquant cela, la question, c'est à partir de quel moment l'UDPS ou l'actuel chef de l'État a porté Il n'y a pas de chef projets. de l'État dans ces pays. Il y a un président de fait. Mais pour être chef de l'État, il faut être porteur de valeurs républicaines et cardinales. Permettez-nous de l'appeler comme ça. Si vous allez l'appeler par le nom que vous voulez, nous l'appelons par le chef de l'État. Parce que il n'en est pas c'est digne. lui qui nous représente. Non, il peut vous représenter sans nécessairement être chef de l'État. À partir de quel moment il porte ce projet? Est-ce que c'est avant la session pouvoir ou depuis la création de l'IDPS, parce qu'on a dit que c'est le projet laissé par Etienne Tshisekedi, ou c'est à la session au pouvoir que ce projet a été ficelé et porté? Non. Tout est parti du mini-sommet de Goma. En quelle année? C'était en 2021. 2020, avant l'éclatement FCC Cash. C'était en 2020, je pense. 2021. Non, c'était en 2020. Lorsqu'ils ont organisé le mini-sommet à Goma sur la question sécuritaire. C'est là où tout est parti. Ils ont pris des résolutions. Parmi les résolutions, il fallait ramener 300 000 prétendus réfugiés qui seraient au Rwanda. Voyez-vous? C'est comme ça qu'il a pris l'initiative, n'est-ce pas, de donner au Rwanda le droit de créer une cité au Congo. La construction de villages. Les logements sociaux et tout ça. Ils voulaient construire. C'est comme ça qu'ils ont pris la résolution de construire la route, justement pour relier un certain nombre de nos territoires à l'Ouganda. C'est comme ça qu'il a pris la résolution de créer les chemins de fer avec le Burundi. Tout est parti de là. Alors, le fait seulement qu'il y a eu réaction de notre part, il est passé à la vitesse supérieure, il a décrété l'état de siège. C'était vers 2022, je pense. En décrétant l'état de siège, ça a permis à ses amis et frères d'occuper l'espace et d'exploiter nos ressources. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi est en train d'être manipulé. Et on nous pose la question, qu'est-ce que nous pensons? Mais là, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'autorisation à un individu de violer la Constitution. Et nous pensons qu'au regard de ce qu'il y a, si on arrive à changer la question de la nationalité, ça donne la possibilité à tous les Rwandais d'en avoir. Parce qu'il y a un contraste, il y a une contradiction dans leur démarche. Vous voulez reconnaître la double nationalité à qui? À ceux qui le sont déjà ou à ceux qui veulent récupérer la nationalité? Parce que les Congolais qui sont en dehors de notre pays, qui ont acquis d'autres nationalités, ils ne vous exigent pas de leur reconnaître la nationalité d'origine. C'est un droit acquis. La Constitution dit on ne peut pas avoir deux nationalités. Celui qui veut recouvrer sa nationalité n'a qu'à renoncer à l'autre nationalité. Parce qu'aujourd'hui, la question de la nationalité, c'est une question transversale. Et là, c'est c'est très quand sensible. on veut assumer des fonctions étatiques. C'est là que la voie, peut-être, la loi y intervient. Non, effectivement, parce que les Congolais qui sont là, d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut douter de la nationalité de Félix Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi a vécu en Belgique pendant des années. Qui vous dit qu'il n'a jamais sollicité la nationalité? Là, c'est un autre débat. Ah bon, vous pensez que c'est un autre débat? Parce qu'en ce qui le concerne, il n'y a pas de nécessité qu'on en parle. Dans sa famille, il n'y a pas des étrangers. Ils assument des fonctions, oui ou non? Ils assument des fonctions. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense, ça, ce sont de faux fuyants. Posez la vraie question à la population. Population, voulez-vous autoriser à un président le droit de violer la Constitution, oui ou non? C'est ça la question. Voilà. Est-ce que vous, maintenant, vous êtes une élite, c'est-à-dire vous êtes éclairé, et vous devez donc éclairer le Congolais qui nous suit. Est-ce que, en tant qu'élite, trouvez-vous normal ou bien séant que nous puissions hériter d'une constitution qui ne prévoit pas le mode de son changement? De quoi avons-nous hérité justement? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas technicien sur des questions de gouvernance et sur des questions de constitution. Qui a déjà prévu sa mort
dès la naissance. Mais si on ne parle pas de Non, qui a prévu sa mort dès sa naissance? Personne. Mais nous allons toujours mourir un jour. De la même manière, on peut aussi détruire le pays si nous le voulons et il y aura nécessité de changer la constitution. Essayez de vous imaginer, si on amputait une partie du Congo et qu'on cédait aux Rwandais, aux Ougandais à cause de maladresse de gouvernance de Félix Tshisekedi, pensez-vous qu'on va garder ça? On sera obligé de changer. Vous savez pourquoi? Parce que l'article 1er a prévu la délimitation spatiale de l'État. Voyez-vous? La République démocratique du Congo est constituée de 2 345 409 km² par rapport à ce que nous avons hérité de la colonisation. Si on change l'espace, on doit changer les constitutions. Alors, faut-il compter? On peut aussi changer la constitution. Prenons l'exemple, le fait que M. Félix Tshisekedi continue à violer systématiquement la constitution et que la population s'est décidée de dissoudre la constitution ainsi que les institutions. La population va convoquer le congrès fondateur et naturellement, ça donnera lieu à la mise en place de nouvelles institutions qui pourront éventuellement décider sur les changements de la constitution. Ou sinon, on peut aussi avoir une rébellion, soit du pouvoir, comme ça s'est fait présentement, ou des autres. Nanga peut aussi arriver ici et renverser le pouvoir. Et là, il va vous parlez en termes de probabilité. Non, mais c'est important de non, mais je tiens à vous dire, les débats sur le changement de la Constitution consolident davantage le combat de Nanga. Quel est son objectif? Le renversement de l'ordre politique établi. Quel est l'objectif de Félix Tshisekedi? Le renversement de l'ordre politique établi. Nous entrons dans une sorte d'anarchie. Tout celui qui prendra les armes dans ces pays, dans ces contextes, trouvera sa légitimité. Parce que ce qui interdit à tout le monde de prendre les armes, c'est la Constitution. Bien que l'on condamne cela. Ici, on condamne... vous condamnez dans le respect de la Constitution. On est remonté contre la prise de pouvoir par voie militaire. Non, mais Félix Tshisekedi utilise quelle voie? Alors là, on va évoluer à l'Ebolodjoa. Alors, la commission pluridisciplinaire qui sera mise en place en 2025, peut-on compter sur elle? Cher ami, apparemment, vous me posez la même question et vous la formulez de la manière la plus... Je préfère ne rien dire. Mais soyons sérieux. Pour mettre en place une commission, il faudrait se baser sur certaines dispositions de la Constitution. Quelles sont les dispositions? Parce qu'apparemment, Félix Tshisekedi veut exercer le pouvoir sur base d'une Constitution que lui-même conteste la légitimité. Si vous reconnaissez les vertus de la Constitution vous conférerait un certain nombre de pouvoirs. C'est-à-dire que c'est cette Constitution qui vous sert de pilier, de pivot pour le fonctionnement de l'État. Mais vous contestez la légitimité du pouvoir. Vous outrepassez vos compétences. Et vous pensez que moi, Alain Bolodjoa, je peux applaudir la mise sur pied d'une commission inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle. Parce que dans l'État, la compétence est d'attribution. Tout pouvoir émane du peuple. Donc on n'aura qu'un effet de bord. Non, mais attendez. Si vous mettez en place une commission, cette commission ne peut agir qu'à la limite de vos compétences. Vous n'allez pas donner à la commission le pouvoir d'outrepasser vos limites. C'est un transfèrement de compétences. Vous ne pouvez pas transférer ce que vous n'avez pas. Est-il permis à un président de la République de violer la Constitution? Non. Allez, on va prendre les derniers sujets de l'émission. Sur ces entrefaites, l'opposition unie ses forces pour contrer toute velléité d'imposition d'une pensée unique au pays. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, et Fayoulou Madidi, leader décidé, se sont rencontrés à Genval, en Belgique, un lieu chargé de souvenirs, à l'Ebolodjoa, vers une alliance beaucoup plus forte pour contrer Félix Tshisekedi. Bon, il n'y a pas que Félix Tshisekedi. Il y a tous les réseaux Imatuchi qui sont derrière la démarche de Félix Tshisekedi. Je vous dis, il est plus soutenu par le réseau Imatuchi que tout autre
regroupement politique. Et nous, en tant que Congolais, nous sommes dans l'obligation de conjuguer nos efforts ensemble pour faire échec à cet individu, Félix Tshisekedi, et à ces groupes d'individus constitués de ces inconscients qui l'accompagnent, et même les centres d'intérêt qui sont derrière. Je tiens à vous rappeler que M. Félix Tshisekedi soutient la vision Imatuchi. C'est lui qui a vendu Equity. Pardon, c'est lui qui a vendu Tembe, qui a facilité la vente de Tembe. C'est lui qui a facilité la vente de BCDC. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Comment la vision Imatuchi arrive-t-elle à avoir le moyen de sa politique? C'est par ces deux banques. Allez vérifier. Tembe a été racheté par KCB, Kenyan Commercial Bank. BCDC a été racheté par Equity. C'est une banque kenyane. Les deux sont des réseaux Imatuchi. On va tenter de lire un peu l'article 9 de la Constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, le zoo et le forêt, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Ça, c'est la souveraineté interne. Sur le plan international, l'État peut être en association ou en communauté avec d'autres États. Et si c'est ça, les raisonnements sur lesquels se fonde la démarche de M. Félix Tshisekedi pour changer la Constitution, sachez-les très bien, il tape déjà à côté. L'article 63 de la Constitution, deuxième alinéa, insiste sur un fait. Et si M. Félix Tshisekedi ne sait pas lire ces dispositions, il se trompe. Nous avons l'obligation, nous, Congolais, de faire échec à tout groupe d'individus, s'il vous plaît, j'arrive, je vais répondre. On est vers la fin déjà de Je suis en train de répondre à votre question, mais je veux me baser sur la Constitution. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Premier alinéa. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Ils le font pour cette raison. Nous sommes obligés de consolider, de fédérer nos énergies pour faire échec à l'individu Félix Tshisekedi qui a vendu son âme aux étrangers. Et nous devons combattre non seulement M. Félix Tshisekedi, mais tous ceux qui l'accompagnent. Parce que nous l'avons dit ici. Mais il a toujours un discours anti-étranger. Comment, en même temps, il peut être janisien, en même temps combattre. Non, mais attendez, son aboyeur a dit on doit conformer la Constitution aux constitutions étrangères. C'est ce qu'il a dit. On doit conformer notre Constitution aux constitutions étrangères. Je tiens à vous rappeler, chers inconscients, messieurs, tels que nous sommes là, nous devons savoir que la France a eu à réviser certaines dispositions de sa Constitution pour permettre à ce qu'on enlève les barrières de frontières, au niveau de frontières. Je tiens à vous rappeler, la France a renoncé à sa monnaie au nom de l'unité européenne. Parce que la France avait le franc français. Elle a renoncé au franc français pour accepter l'euro. Alors si vous voulez adapter la constitution de votre pays par rapport à la constitution de pays étrangers, posez la question à la Belgique. Où est passé le franc belge? Alors parlons de la rencontre Fayoulou, Katumbi à Jean-Val. J'encourage. Est-ce que Bolodja, on ne serait pas en train de répéter les erreurs du passé parce que tous connaissons Jean-Val, un lieu chargé de souvenirs pour l'opposition. Jean-Val, c'est un espace. Jean-Val, c'est une ville. Autrefois, c'est une commune. Non, mais c'est dans une ville, en fait. Voyez-vous? Alors, en tant que tel, si les gens se retrouvent là, parce qu'ils le veulent, Moïse Katumbi est en Europe, Fayoulou s'est retrouvé en Europe, s'ils choisissent Jean-Val pour se rencontrer,
Quoi de plus normal? Ils pouvaient aussi se rencontrer ici ou à Pour Banana. quelle fin? Non, mais justement. Est-ce que l'idéologie est la même ou c'est juste une alliance de circonstances? Parce qu'on veut se débarrasser de Tshisekedi, comme on s'est débarrassé de Kabila, on s'est débarrassé dans les mêmes travers. Non, mais le problème, c'est qu'ils se sont rencontrés probablement pour harmoniser leur point de vue. Le fait seulement que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas opiner là-dessus. Ce qui est vrai, est-il interdit aux gens de se retrouver à Genvan? Non. Ils peuvent se retrouver partout. Mais Félix, c'est qu'il s'est retrouvé avec Kamere au Kenya, non? À Nairobi. Oui, c'est là le siège de Tutsi Powers. C'est là la capitale de Tutsi Powers. Est-ce que cette coalition pourra être à même de déboulonner le système Tshisekedi? Non, mais avons-nous d'autres choix? Parce qu'aujourd'hui, l'État congolais apparaît comme un bus scolaire conduit par un épileptique. Avons-nous le choix? Et pendant ce temps, Kabila serait tenté ou serait favorable à soutenir ces projets? Le projet de changer la Constitution? Dans ce bloc de l'opposition contre le changement de la Constitution. Non, mais s'il est congolais, la Constitution dit c'est une obligation, c'est un devoir sacré. Pour tout Congolais. Alors, s'il est congolais, même s'il ne l'était pas, il n'est pas interdit de défendre l'État. L'État, en tant que sujet du droit international, est protégé par tout le monde. Vous avez vu avec la signature en 2022 de la création de ce qu'on a appelé le corridor qu'on veut construire. Le corridor de Lobito. Oui, c'est ce qu'on dit. Lorsqu'on parle de ces corridors, ça a été négocié il y a bien longtemps. Ce n'était pas prévu au départ. Parce que lorsqu'on envisageait la création de corridors vers les années 60, on n'avait pas envisagé celui-là. Nous avons créé le pont Maréchal justement pour créer ces corridors-là. Vers Banana Kinshasa. C'est là qu'on a créé Obeka. Voyez-vous? Nous avons une vision à nous. Mais lorsque nous constatons que ceux qui accèdent au pouvoir ne comprenant pas les enjeux, n'ayant pas l'intelligence situationnelle, l'intelligence managériale transformatrice, naturellement, tous les Congolais conscients doivent conjuguer leurs efforts pour faire échec à ces degrés d'inconscience. Et à l'Union sacrée, on va finir par là. Kamere menacé, insulté, Bemba menacé, et Modeste Bahati averti. Il est prêt à marquer son accord, mais pourvu que l'on réponde à ses requêtes, comme il a dit lors de la réunion, de la matinée politique hier dimanche. À ses requêtes, c'est-à-dire qu'on lui garantisse de poste. Il veut faire partie de cette commission qui sera mise en place en 2025. Ah, s'il fait partie de cette commission et qu'on décide de vendre le pays, il va accepter parce qu'il va trouver son compte. Voilà la qualité de l'homme congolais. Le pays est dirigé par des hommes de mauvaise qualité. Non, mais soyons sérieux. Je prends d'abord le cas de M. Bemba. M. Bemba dit qu'il n'approuve pas l'idée de changer la Constitution. Il est passé de la révision au changement. Non, mais il ment. Peur ou il ment. Il ment. M. Bemba vous dit qu'il n'est pas d'accord pour les changements. Mais lorsqu'il justifie la révision, il parle plutôt du changement. Voyez-vous? C'est ça le degré de la classe politique. La classe politique congolaise est de mauvaise qualité. Et Bemba l'a prouvé. Vous prenez Bahati, il ne voit que ses intérêts. La grande question que l'on doit poser à M. Bahati, n'est-ce pas qu'il était là lorsqu'on rédigeait cette constitution? S'était-il opposé? N'avait-il pas soutenu la Constitution? Qu'est-ce qui a changé? On doit adapter la Constitution actuelle par rapport à la conjoncture politique. Mais ils ont eu à gérer pendant 5 ans avec Félix Tshisekedi. Et pourquoi n'a-t-il pas initié l'idée du changement de la Constitution? On vous dit que Etienne Tshisekedi aurait légué à ses enfants le testament disant qu'il fallait changer la Constitution. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Son père, avant de mourir, avait-il prôné le régime présidentiel? Tshisekedi n'a jamais soutenu le régime présidentiel. Et que dire alors? C'est vrai, en 1960-67, jusqu'en 80, ils soutenaient le régime présidentiel. Mais depuis qu'ils ont créé l'UDPS, ils soutiennent le régime parlementaire. Et que dire des Camérés? Il garde en travers de la gorge
la déception ou Kamere est très intelligent. Ou les échecs qu'il a essuyés avec Fachi? Kamere est très intelligent. Kamere, c'est un homme capable d'anticiper sur les réalités. S'il veut sa mort politique, qu'il soutienne Félix Sekete. Parce que là, d'ailleurs, Bemba, avec ses degrés d'inconscience que tout le monde observe, il est en train de détruire son propre passé. Savez-vous que Bemba est cogéniteur de cette conscience? Alors, si cette conscience n'existait plus, il n'existera plus. Or, c'est grâce à cette conscience qu'il a été amnistié. Bemba, en réalité, devait faire la prison. Une prison à vie? Non, il pouvait même être fusillé. Parce qu'à cette époque-là, la peine de mort était d'application. Il a pris des armes contre l'État. Il a soutenu l'Ouganda. Pendant qu'on tuait des gens à Kisangani, Bemba était là. Et donc, c'est par là... Il devait en réalité connaître une sorte de disgrâce. Nous lui avons accordé une nouvelle chance. Et voilà comment il se comporte. Il n'est pas sérieux. Il demande à son parti autre chose. Il passe à la télé pour dire autre chose. En réalité, Bemba n'a qu'un seul besoin. Il reste en fonction. Et tous ceux qui constituent l'Union sacrée n'arrivent pas à comprendre ce que Félix Sekete est en train de faire. Félix Sekete est en train de demander aussi à la population de l'aider à se débarrasser de l'Union sacrée. Non, mais dites-moi. La mise en place d'une nouvelle constitution fera en sorte que toute l'Union sacrée tombe. Non, mais naturellement, mes chers amis, ça servira à quoi d'avoir une majorité qui n'aura pas le pouvoir de décider sur la mise en place du gouvernement? Bien dit. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Merci d'être passé. Excellente semaine à vous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Pareillement, vous avez regardé. Nous vous retrouvons avec la même dose de plaisir. En tout cas, restez-nous fidèles. Abonnez-vous, commentez, partagez l'émission à vos contacts. Revenez, regardez la vidéo sans modération. C'est ce qui nous donne la force. Merci à toutes et à tous et bon séjour à Jean-Pierre Kayembe depuis la ville de Lacustre de Kalemi, chef-lieu du Tanganyika.